Bonjour Olivier. Bonjour Anne. Je suis très heureuse de ce moment avec toi. J'ai découvert ton livre, L'excellence décisionnelle, et j'ai tout de suite pensé à toi pour une entrevue parce que avec ton expérience de plus de 20 ans dans des entreprises tant québécoises que françaises, je pense que ton témoignage est vraiment important pour apporter de nouvelles façons de faire. Donc, on va tout de suite aller au cœur du sujet, c'est la décision. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on prend une bonne décision face à des sujets complexes ou compliqués? La grande question, beaucoup de décideurs pensent que être un bon décideur, c'est être courageux. Ça en prend. Il y a une décision difficile à prendre et si je suis capable de prendre des décisions difficiles, je suis un bon décideur. Un bon décideur, c'est quelqu'un qui est intuitif, qui va être capable de s'appuyer sur son intuition pour prendre des bonnes décisions. Et tout ça est vrai, mais comme tu le disais à l'instant, il faut être capable de distinguer dans quelle situation on se trouve. Il y a des situations compliquées où on peut effectivement s'appuyer sur toute son expérience, tout son savoir technique accumulé depuis 5, 10, 20, 30 ans et être capable de prendre une décision basée sur son intuition et d'avoir une certaine fiabilité dans sa prise de décision. Mais il y a d'autres situations où on est dans ce qu'on appelle la complexité. Ce sont des sujets, comme par exemple la conception d'une stratégie, le développement de la performance, quand on dit qu'il faut doubler son chiffre d'affaires, quand on veut se réorganiser, où là, pour arriver à prendre la décision, on doit mobiliser différentes expertises. Donc si on s'appuie uniquement sur son intuition basée sur son expertise à soi, on est un décideur intuitif. Sur le compliqué, sur les sujets qui sont de mon domaine d'expertise, je vais prendre des bonnes décisions. Mais quand je vais me retrouver sur des sujets qui vont impacter plusieurs expertises, là, je vais me retrouver en danger. Et je vais prendre un exemple. Si, admettons, je veux vendre plus. Je veux doubler mon chiffre d'affaires. Comme beaucoup de compagnies. Voilà. Ça, c'est un sujet qui va plaire. Comment vendre plus? Est-ce que ça dépend que du directeur commercial? Est-ce que si le directeur commercial met autour de la table ses commerciaux, il va prendre une bonne décision? Ma réponse est non. Parce que quand on dit vendre plus, eh bien, il faut que ça soit vendable. Donc, il y a quand même l'expertise du marketing. Si on vend plus, il faut produire plus. Est-ce qu'on est capable de le faire? Donc là, on a besoin du responsable de la production. On va peut-être avoir besoin de former les gens, de recruter des commerciaux, si on veut vendre plus. Donc on a besoin du RH. Est-ce qu'on peut recruter ou pas? Il va falloir payer des formations. Donc est-ce qu'on peut payer ou pas? Donc on a besoin du responsable financier. On a peut-être besoin d'un logiciel plus moderne de gestion de la relation client. Donc, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir autour de la table le responsable technologique? Donc on voit que sur une question de vente, pour vendre plus, on a besoin de mobiliser plusieurs expertises et on ne peut pas se fier uniquement à une question de courage ou d'intuition. On a besoin de mobiliser l'intelligence collective. Ok, donc là, ce que tu mentionnes, en fait, c'est un petit peu ce qu'on voit dans tous les projets stratégiques où tu mentionnes, par exemple, le vendre plus. Donc ça se matérialise souvent sous forme de projet. Mais toi, ce que tu proposes quand même dans ton approche, c'est de prendre des décisions aussi plus rapidement. Donc, quelles sont les conditions pour... Je comprends qu'il y a un côté d'avoir des expertises complémentaires, mais est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qui fait que on va prendre des décisions plus rapides? Alors, on va exécuter plus rapidement, mais parce qu'aujourd'hui, on est dans le culte de la vitesse. Tout à fait. Un bon décideur aussi, j'oubliais, c'est quelqu'un qui décide vite.
Alors, quand on est sur des sujets compliqués, mon domaine d'expertise, RH, marketing, finance, effectivement, je suis un bon décideur si je suis à l'intuition, courageux et que je décide vite. Mais quand on est dans le complexe, eh bien là, mon intuition risque de m'envoyer dans le mur parce que ma seule expertise n'est pas suffisante. Courageux, c'est bien, mais c'est aussi le loto, le casino ou la roulette russe. Donc je suis courageux, hein, mais il y a une balle dans le barillet et puis je suis en train d'appuyer sur la détente en me disant est-ce que c'est la balle? Non, ça va, j'ai eu de la chance. Et puis faut faire vite. Eh bien justement, quand on est face à la complexité, étant donné que pour prendre des bonnes décisions, on doit rassembler autour de la table plusieurs expertises, on ne peut pas décider vite dans le sens où on l'entend dans le compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on est lent, mais ça veut dire qu'on a besoin d'une méthode, on a besoin d'un processus, on a besoin de savoir-faire. Donc, en gros, pour peut-être finir sur ça, dans le compliqué, je n'ai pas besoin forcément de savoir-faire. J'ai besoin de mon savoir technique hérité de tout mon passé. J'ai besoin de courage et puis de décider vite. Mais dès que je passe dans le complexe, là, j'ai besoin d'une boîte à outils. J'ai besoin de méthodologie, de savoir-faire spécifique sur la prise de décision. Donc face à la complexité, quels sont tes conseils pour aider à la décision? Alors, il y a une boîte à outils, comme je le disais, avec des outils extrêmement simples. C'est la bonne nouvelle. Par exemple, il y a le fait de se poser des questions avant de chercher la solution. Quand on est dans le compliqué, on peut se dire, il y a un problème, je cherche tout de suite des solutions. Quand on est dans la complexité, le premier enjeu n'est pas de chercher des solutions, mais de bien poser le problème. Einstein disait, un problème sans solution est un problème mal posé. Souvent c'est comme 30% du temps, quand j'anime des réunions, le sujet qui est proposé n'est pas le problème, c'est la solution. Et on passe 2 heures à réfléchir sur la solution. Donc, c'est des tours de table de questions. 25, 20, 25, 30 questions qui servent à prendre de la hauteur par rapport au sujet et à bien vérifier qu'on n'est pas en train de creuser le sillon sur la solution, mais que le vrai problème est celui-là, et qu'ensuite on va pouvoir élargir le champ des possibles. Une autre chose qui est importante, c'est la distribution de la parole. Comme il y a plusieurs expertises, si la parole n'est pas distribuée, si chacune des expertises autour de la table n'a pas une capacité égale, quelque part, d'exprimer son intuition individuelle, hein, parce que l'intuition a son rôle, mais il faut que toutes les intuitions, pour le coup, là, s'expriment. Donc si la parole n'est pas distribuée, si on est avec les bavards, ceux qui monopolisent la parole, si on est en mode je te coupe la parole, etc., eh bien on prend un risque décisionnel. Donc, premièrement, bien poser le problème avec des tours de table de questions pour vérifier qu'on a bien posé le problème. Ensuite, distribuer la parole pour garantir que chaque expertise va pouvoir s'exprimer. Donc quand je reprends mon exemple de vendre plus, il faut qu'on soit sûr que le marketing, la production, le financier, le technologique, le RH et le commercial, évidemment, peuvent chacun exprimer leur vision de la situation et des solutions possibles. Il y a aussi quelque chose qui est très très simple, qui est que le chef parle en dernier. Et ça, tu arrives à le mettre en place facilement. Alors, quand on dit au chef, faut que tu parles en dernier, si on lui dit ça, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on parle de processus, de savoir-faire. Hein, quand on fait du design thinking, il y a un processus avec 3, 4, 5 étapes. Et là, quand on fait de la gestion de la complexité, quand on fait de l'excellence décisionnelle, eh bien, on annonce au début de la réunion les règles et on dit, voilà, le chef, à quel moment il va parler. Évidemment, on comprend que si le chef s'exprime au début de la réunion, en disant, chers collaborateurs, je pense que cette solution est absolument géniale, mais qu'en pensez-vous? Alors, qui va dire au chef, qui va l'évaluer, ben non, ton idée n'est pas très très bonne. Ou alors, si je m'exprime pendant la réunion, et que finalement, on finit par comprendre
la décision que je préfère par rapport à d'autres, les gens vont être biaisés. Ça s'appelle le biais d'autorité, c'est un biais cognitif qui fait qu'on va accorder plus d'importance à la parole du chef qu'à celle des autres qui sont en position de subordonnés. Donc pour éviter ce biais cognitif qui implique des décisions irrationnelles, le chef doit parler en dernier. Mais l'astuce, et c'est ma dernière petite astuce à partager avec tes auditeurs, c'est que on doit mettre autour de la table ceux qui vont exécuter la décision. Aujourd'hui, malheureusement, quand on est un décideur, on se dit « j'ai mon comité de direction ». Et donc, je vais prendre ma décision avec mes décideurs, ceux qui ont un certain statut, une certaine ancienneté, le diplôme, du pouvoir. Et donc, je vais mettre autour de la table ces gens-là, alors que ce que je propose, c'est de plutôt se dire, quand on va mettre en œuvre la décision, quand on sera en train de vouloir courir vite, dans l'excellence opérationnelle, qui va mettre en œuvre? Et donc la proposition, c'est de se dire, on met autour de la table ceux qui vont mettre en œuvre la décision. Peut-être autour de la table, il y a des chefs, il y a des gens qui ont le diplôme, il y a des gens qui ont l'ancienneté, qui ont le statut, qui ont le pouvoir, mais ce n'est pas le critère de choix. Le critère de choix de qui est autour de la table, c'est qui va exécuter. Et donc la proposition, c'est que moi, en tant que chef, je démarre ma réunion en faisant des tours de table de questions pour que chacun pose des questions pour qu'on vérifie qu'on a bien posé le problème. Qu'ensuite de ça, il y ait des tours de table pour que la parole soit bien distribuée. Qu'ensuite de ça, je parle en dernier pour éviter de biaiser les personnes qui sont autour de la table. Et qu'enfin, on est ceux qui vont exécuter. Et du coup, dans la conception, on va éviter d'être ce qu'on appelle hors sol. On va éviter d'être dans un rêve, dans une fiction qui risque de devenir, le rêve, dans la conception de la décision, risque de devenir un cauchemar dans l'exécution. Ok. Alors, est-ce que parce que je comprends que ça, c'est un processus continu, c'est-à-dire que c'est important d'avoir les bonnes personnes au départ pour prendre la décision, mais après, il y a une exécution. Donc, comment ton approche s'organise autour de cette exécution? Parce qu'à un moment, tu prends une décision, mais après, il y a toujours des évolutions selon la réalité de ton projet. Donc, est-ce que c'est les mêmes personnes qui sont sollicitées? Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, il y a deux choses dans un projet et dans l'excellence opérationnelle. Parce que les gens, ils veulent courir vite. Hein. Tout à l'heure, on a pris l'exemple de vendre plus, mais ils veulent courir vite. Et il y a le pourquoi et il y a le comment. Donc, on doit d'abord co-construire avec ceux qui vont exécuter la décision pourquoi on irait plein sud plutôt que plein nord. On est vraiment, est-ce que c'est la stratégie A ou B? Est-ce qu'on développe nos ventes comme ça ou comme ça? Est-ce que on se réorganise avec l'organisation A ou avec l'organisation B? Donc, ce que je comprends, c'est que là, c'est là que tu te différencies. C'est là qu'est la différence par rapport au design thinking dont on parle beaucoup dans le milieu. Et je pense que c'est important qu'on comprenne bien la différence entre les deux. Ce que tu proposes dans ton approche entre l'excellence décisionnelle, qui amène l'excellence opérationnelle, et le design thinking, qui fait appel un petit peu au même principe que ce que tu as évoqué. Ouais. Donc ça, je pense que c'est important qu'on comprenne. C'est une finalité complètement différente. Et aujourd'hui, malheureusement, effectivement, comme la boîte à outils du design thinking, c'est quand même, on s'écoute, on vit une belle expérience, on génère des tas de post-it, des machins, etc. Et on se dit, tiens, on a une décision à prendre, utilisons quelques briques du design thinking pour concevoir notre décision. Le design thinking, c'est l'intelligence créative, c'est l'excellence créative, c'est concevoir un nouveau produit, concevoir un nouveau service, c'est, comme on dit, penser autrement,
ça n'a rien à voir en fait. Concevoir un produit, concevoir un service, c'est une démarche d'ailleurs. Hein, la démarche du design thinking, il y a entre 3 et 7 étapes selon l'outil qu'on utilise. Mais voilà, donc le fait de faire un mur de post-it n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça tout à l'heure, dans le design thinking, il n'y a pas cette histoire de questions, il n'y a pas cette idée, alors il y a le prototype, il y a une sorte de, quand même, il y a une sorte d'ADN commun. Mais là, ce que je propose, on est sur des sujets de réorganisation, organisation A ou B, on n'a pas besoin d'être innovant. Pour développer ses ventes, on n'a pas besoin d'être innovant. On n'a pas forcément besoin d'une stratégie innovante. On a besoin de gérer les risques de l'exécution. Ok, donc c'est ça que ne gère pas le design thinking. Le design thinking, on est super créatif, mais ça ne gère pas l'exécution. Moi, je propose un processus dans lequel l'exécution est complètement intégrée à la conception. En fait, c'est un continuum. Donc, pour résumer, ce que tu proposes, ton approche s'adresse plutôt à, lorsqu'on est face à un choix entre plusieurs scénarios, c'est ça. Entre le scénario A, B ou C, l'approche que tu proposes qui est concrète et avec des étapes bien définies, nous permet de prendre la meilleure décision pour l'entreprise. Voilà. Donc, en gros, on a 2 grandes étapes. Il y a l'étape du pourquoi on ferait la stratégie A plutôt que B, pourquoi on va développer nos ventes plutôt de la façon A que B. Et là, on a ceux qui vont exécuter autour de la table. Et une fois qu'on se dit on va faire plein sud ou plein nord, mettons qu'on décide qu'on va plein nord, là, il y a le comment on y va. Donc, on va plein nord, mais on peut y aller en train, on peut y aller à pied, on peut y aller en avion, on peut y aller en pédalo. Et donc là, il y a une deuxième étape de co-construction où c'est peut-être pas forcément les mêmes personnes qui vont être là. Alors ça peut être les mêmes personnes, mais là on commence à rentrer vraiment dans le détail, c'est-à-dire on parle des moyens, des ressources, des budgets, etc. Parce qu'on peut avoir des grandes ambitions. Hein. Alors ça, c'est pas totalement nouveau, ça s'appelle le management participatif. Ça fait très longtemps en fait que on dit il faut faire participer les gens. Mais il ne faut pas les faire participer que comment on va mettre en œuvre la stratégie, il faut les faire aussi participer sur le pourquoi on ferait ça plutôt que ça. Parce que si on ne fait que le comment, que la plupart des entreprises font, si on va dans la mauvaise direction de ce que pensent ceux qui exécutent, on peut faire toute la co-construction du comment qu'on veut. Quand tu penses que tu vas dans la mauvaise direction, tu n'es pas engagé. Tu te dis, voilà, le truc hors sol, ceux qui ont le pouvoir, le statut, le diplôme, qui sont dans le comité de direction, ils nous ont dit, on va à droite. Mais nous, on est sur le terrain, on a toute l'intelligence du terrain, toutes les expertises, et nous, on pense que c'est plutôt dans l'autre direction qu'il fallait aller. Donc, tu amènes un point qui est super important, qui est l'engagement. Donc, ton approche, là où je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que ton approche propose de rétablir la connexion, finalement, entre l'exécution et la décision. Parce que la décision reste chez les décideurs. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas de la décision collective. C'est pas noyer ma responsabilité. C'est je décide seul. Après avoir distribué la parole auprès de gens qui vont exécuter, je vais co-construire le pourquoi avec eux, mais à la fin, je décide qu'on ira à droite ou à gauche. Et ensuite, on va co-construire comment on va courir le plus vite possible à gauche. Et à ce moment-là, ce que dire, on veut développer l'engagement, on fait des enquêtes de climat social, c'est des incantations, ça. Quelle est la source de l'engagement? La source de l'engagement, c'est que pourquoi on va plein sud, eh bien je le comprends. C'est pas vendre le pourquoi. C'est pas vendre nous allons aller plein sud ou plein nord. C'est co-construire qu'on va aller plein sud plutôt que plein nord. Du coup le sens est partagé. Et ensuite c'est co-construire comment on va y aller. Et du coup je vais avoir un engagement total. Et je vais courir très très vite
parce que je crois qu'on peut arriver plein nord ou plein sud, et on a co-construit le comment, donc j'ai les moyens d'y arriver. L'engagement, c'est le livrable d'être dans l'excellence décisionnelle, dans la co-construction du pourquoi on va à droite qu'à gauche, et dans le comment on va y aller. Donc finalement, c'est ça que je propose, c'est d'engager les collaborateurs, non pas avec de la conduite du changement, avec des murs de post-it, avec les petites astuces que j'ai présentées tout à l'heure. Merci beaucoup, Olivier. Merci Anne de m'avoir invité.